Salut! Alors je vous retrouve pour ma première vidéo que j'ai intitulée Les distanciations de l'humanité. Alors je vais vous expliquer pourquoi je l'ai appelée comme ça et pourquoi je fais cette vidéo. En fait, c'est une réflexion que j'ai depuis longtemps. Depuis que je suis petit, j'ai la réflexion que les gens se séparent les uns des autres au fur et à mesure de leur choix de vie, de leur goût de base et de leur curiosité. Bon, jusque-là, c'est basique, on a sûrement eu tous cette réflexion. Seulement, je l'ai mis en parallèle avec l'histoire de l'humanité, celle qu'on retrouve dans la Bible, et j'ai rajouté qu'il y a une séparation du divin et aussi de même, les gens se séparent de leur soi. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour cela, je vais partir de la création de l'homme et je terminerai à nos jours. Alors, premièrement, nous avons Dieu qui crée Adam dans le paradis. Ce n'est pas vraiment une distanciation entre les humains que j'évoque là, mais c'est évidemment la première étape qui amorce toutes les autres. Dieu va penser l'homme, et voilà une pensée qui va faire sa vie et ruisseler, comme une source engendre divers cours d'eau. On passe rapidement à l'étape numéro 2, et en numéro 2, on rentre dans une séparation au sein de l'homme. Ève est tirée du côté d'Adam. On a alors deux concepts. L'être d'avant, androgyne, englobant les deux polarités, se divise. Une séparation principielle du féminin et du masculin, en deux êtres, Adam et Ève, ainsi qu'à l'intérieur de chacun de ces êtres. Là, vous allez voir, c'est un petit peu particulier. Et là, je dis ça puisque chaque individu, qu'il soit un gars ou une fille, possède les deux polarités en lui. Mais contrairement à l'androgyne primordial, elles sont plus ou moins distancées et en disharmonie. L'homme avec un petit h est rigide à l'extérieur. On peut dire aussi yang. Extérieur, c'est-à-dire au niveau physique. Donc poil au menton, sexe externe et force. Et extérieur, c'est aussi la psyché de premier abord. Pour moi, c'est mon interprétation. Et donc, il est caractérisé en psyché de premier abord, en termes de rigidité, yang, eh bien, de brut, de froid, de sec. On continue à l'intérieur. Cette fois-ci, l'homme est masculin et yin. Dans son fort intérieur, dans sa psyché profonde, on a donc un mouvement, une pensée en mouvement, une imprégnation émotionnelle et de la chaleur. Tandis que pour la femme, c'est l'inverse. On a souplesse à l'extérieur, on a yin à l'extérieur, physique avec de divines courbes, un sexe interne, une gestuelle gracieuse, une psyché de premier abord marquée par la douceur, des petites ricettes et des réactions émotionnelles intenses. À l'intérieur, par contre, elle est rigide. Cela signifiant une psyché profonde, rationnelle, froide et matérialiste. Voilà, ainsi l'homme est plutôt brut de décoffrage avec un cœur de velours, tandis que la femme est douce comme une peau de pêche avec un cœur en acier. Bon, de plus, on peut voir d'une deuxième façon l'Adam et l'Ève en chacun de nous. Adam étant notre surconscient, la simplicité, l'infinie unicité, l'axe vertical, Ève représente notre subconscient, la complexité, l'infinie possibilité, l'axe horizontal. La troisième différenciation vient avec le péché originel, la consommation du fruit défendu, la grenade. Adam et Ève, jusque-là, flottent dans le monde spirituel et possèdent une connaissance totalement intuitionnelle. Et alors vient le serpent, il entre en jeu et il dévoile à Ève les autres mondes et la possibilité d'une autre connaissance. Par cette étape, l'homme exprime le désir de goûter au monde d'en bas et de goûter à la connaissance analytique. Dieu va exaucer ce désir et les concubins vont plonger dans les eaux, le monde psychique, et sur la terre, le monde matériel. Et c'est là que cette séparation est costaud, plus ou moins, puisqu'elle en comprend deux en réalité. L'une au particulier, c'est la séparation en plusieurs corps pour un même individu, et l'autre, plus commune, c'est la séparation pour l'espèce, qui est la séparation en plusieurs progénitures. Cela, je la décrirai en deuxième. Pour expliquer la séparation, on leur ajoute plusieurs corps. On peut déjà dire que c'est nécessaire pour pouvoir vivre dans les mondes d'en bas, car un pur esprit ne peut voir le monde psychique et physique que d'en haut, que depuis le monde spirituel. Alors, pour s'incarner et voir la colline depuis son pied,
l'homme va se revêtir de 4 peaux. En partant depuis l'extérieur, puisque on peut voir ces peaux comme les couches d'un oignon, ça commence par corps physique, ensuite corps éthérique, qui fait la jonction entre matière et psyché, corps astral et âme. L'esprit existe toujours. Vous avez vu que je ne l'ai pas mis dans les peaux, je ne considère pas l'esprit comme une peau. L'esprit, il existe toujours, il est simplement recouvert de toutes ces couches, c'est ce qui est au centre. Comme je l'ai dit, il y a une deuxième grosse séparation après l'étape du péché originel, c'est la séparation en progéniture, c'est le fameux croisser et multiplier. C'est très basique et très simple à comprendre. Je vais juste rajouter une petite réflexion qui vient de Platon, celle qui est qu'au départ, il n'y a que l'idée, avant cette séparation en plusieurs progénitures, il n'y a que l'idée d'homme et de femme, une naissance humaine immuable qui reste dans l'intelligible. Et il en découle des êtres qui croissent et se multiplient dans le sensible, le monde du devenir. Donc, il y a une séparation unité ou idée, comme il y a une idée primaire d'arbre, et pluralité, comme il y a une multitude d'espèces et d'individus d'arbres sur Terre. Voilà. Après cette étape, nous allons désormais poursuivre notre chronologie dans le monde psychique et physique. La 4e étape est expliquée dans la Bible avec l'histoire d'Abel et Caïn, les progénitures d'Adam et Ève. Caïn est cultivateur et représente la voie sédentaire. Abel est pasteur de petit bétail et représente la voie nomade. Jusque-là, ça va. Caïn tue Abel et la majorité de l'humanité a ensuite pris l'art de vivre sédentaire. Et toujours aujourd'hui, les nomades sont mis en difficulté, voire tués ou sédentarisés de force. Ça dépend pour lesquels, car on peut considérer que certaines élites sont nomades et jouissent très très bien dans le monde actuel. Voilà pour la 4e étape qui est la plus connue de tous. Je me permets donc de l'écourter. Mais je vais quand même faire un tunnel théologique de la partie la plus divine de l'homme. Je vous parle de ça puisque Caïn, le premier meurtrier, éprouve des remords après son acte. Ces remords viennent de la syndérèse, la faculté de l'homme à reconnaître de manière infaillible le bien. Alors cette phrase, je l'ai totalement repris de Marc Mandril-Ferrario. Donc voilà, l'homme, il a une faculté de reconnaître le bien de manière infaillible, un peu sa connexion avec son esprit qui est là. Tout le monde l'a, en fait, cette faculté, et nous l'aurons, je pense, toujours, tant que nous serons hommes. Pour la 5e séparation, je vais parler des castes. L'homme complet va se séparer en spécialisation, compartimentée en 3 castes et 2 sous-castes. Une organisation qui va permettre la vie en groupe, une hiérarchie du bon sens, si on veut, traditionnelle et pyramidale. Alors tout en haut de cette pyramide, il y a les sages, ceux qui se connectent au divin pour guider les hommes, appelés brahmanes en Inde, oratores en Occident. Sous leur conseil, il y a les trancheurs, ceux qui s'occupent de maintenir l'ordre temporel, de protéger toutes les autres castes de leur groupe et aussi de récupérer des ressources à l'extérieur s'il le faut, appelés kshatriya en Inde et bellatores en Occident. En bas, en dessous des trancheurs, donc, il y a les producteurs, ceux qui nourrissent le groupe et qui subviennent aux besoins matériels de toutes les castes, appelés vaishya en Inde et laboratores en Occident. Voilà, une fois sorti de ce trio, il y a la sous-caste des suiveurs, ceux qui donnent leur force, plutôt passifs en décision et actifs pour mettre la main à la pâte, nommés les Shudras en Inde, et j'ai pas retrouvé de dénomination particulière en Occident, moi je les appelle des suiveurs. Il y a aussi une autre sous-caste, et c'est celle des parias, les exclus du groupe, et en Inde ils sont nommés les intouchables. Bon, concrètement, qui retrouve-t-on dans chacune des castes? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est comme ça qu'on comprend. Eh bien, on peut déjà évoquer le fait qu'il existe des sous-organisations au sein même des 3 castes. Des confréries, des ordres et des corporations. Rien que les mots font penser à telle ou telle caste. Chez les sages, on peut comprendre les moines de différents ordres monastiques, les spirituels en général, les clercs, les ermites, les druides, les bardes. Chez les trancheurs, on a plusieurs ordres
chevaleresques, des nobles guerriers et encore des juges, hein, ou les deux à la fois. Chez les producteurs, les déteneurs de leurs moyens de production, il y a les différentes corporations de forgerons, d'artisans, de bâtisseurs, de paysans céréaliers, de maraîchers, d'éleveurs et peut-être de troubadours, ce qui me ferait dire que les producteurs sont aussi des créatifs. Voilà pour les castes traditionnelles, tandis que dans les sous-castes, on ne retrouve pas de sous-organisation. À part, plus ou moins, en fait, un petit peu, quoi, quand elle se rattache à l'une des trois castes, par exemple, avec les travailleurs qui ne détiennent pas leurs moyens de production, hein, les jeunes en apprentissage, vers une des trois castes. Il y a les femmes au foyer, chez les suiveurs aussi, les employés salariés et les esclaves. Bon, ensuite, pour l'autre sous-caste, les parias, hein, pour finir, ils comprennent les exclus après délit moral, délit physique ou crime, les infirmes, les mendiants, les tarés et peut-être les folles en Christ, pour ceux qui aiment bien les histoires russes. Voilà, maintenant je vais expliquer pourquoi j'ai placé cette étape séparative en 5e position, hein, et comment elle s'articule. Alors, comme pour la majorité des étapes, j'ai suivi un certain ordre chronologique que l'on retrouve dans la Bible. Là, c'est ma référence pour cette vidéo. L'Ancien Testament en particulier d'ailleurs. On peut lire une démonstration symbolique de cette organisation, hein, dans ce livre. Abel est un éleveur, donc il fait partie de la 3e caste, c'est évident. Il est aussi appelé pasteur de petit bétail, ce qui peut évoquer et peut faire penser à la première caste, mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus et je vais évoquer quelqu'un d'autre pour parler de cette première caste. Caïn, quant à lui, il est aussi cultivateur, donc pareil, 3e caste, mais il va connaître plusieurs bouleversements qu'il va d'abord provoquer lui-même, hein. Il va trancher en ce monde en faveur d'une organisation sédentaire, hein. C'est l'étape où il tue son frère, donc il tranche en ce monde, donc c'est une décision temporelle pour le groupe, et ça évoque la 2e caste, la caste des bellatores, hein, des chevaliers, guerriers, voilà. Ensuite, ce même personnage est banni et amené à errer parcourant la terre, il est banni par Dieu. Là, on pense à la 2e sous-caste, celle des parias. Voilà pour Caïn. On continue en fait avec sa femme, hein, puisque après il est dit qu'il connut sa femme et qu'il enfanta un fils, Enoch. Et cette femme qui n'est pas nommée est très peu détaillée, si ce n'est qu'elle conçut et enfanta un fils. Cette femme évoque peut-être le rôle de la femme au foyer, donc la sous-caste des suiveurs. Voilà, donc là on a combien là? On a la caste des producteurs, des trancheurs, des parias, des suiveurs, il nous en manque une. Je ne vais pas continuer avec la descendance d'Enoch, même si il y a plusieurs attributs et fonctions de caste qui sont énoncés avec sa descendance, vous pourrez voir. Mais je finirai par évoquer Énoch, à ne pas confondre avec Enoch, hein, c'est Énoch, fils de Seth. Bon, là, je fais juste un petit rappel. Seth, il est conçu par Adam et Ève après la mort d'Abel. Hein, c'est Ève, elle voulait un autre fils puisque Abel est mort et donc elle a conçu et enfanta Seth. Et Seth conçut et enfanta Énoch. Et je cite la Bible qui dit de lui, « Celui-ci fut le premier à invoquer le nom de Yahvé. » Donc voilà, fin de citation. Et ça témoigne de la première caste, bien évidemment. Pour terminer avec cette séparation, je dirais que cet ordre hiérarchique va essuyer des renversements corollaires à la dégradation des cycles. Les cycles qui sont âge d'or, âge d'argent, âge d'airain, âge de fer. Vous pouvez vous renseigner, il y a pas mal d'audios d'ailleurs que je mettrai en description qui sont très intéressants à ce sujet. Et donc voilà, quoi, c'est au fur et à mesure que les cycles se dégradent, l'organisation aussi essuie des changements. Par exemple, les trancheurs renversent les oratores pour prendre le pouvoir. Hein, et ensuite, ils seront eux-mêmes renversés par les créatifs et ainsi de suite. Place à la 6e séparation maintenant. Étape qui voit le jour avec la création du nouvel ordre romain.
Et pour l'expliquer, je vais simplement citer un passage du livre Le secret de l'Atlantide, écrit par Jürgen Spanut, réédité et enrichi par Oleg de Normandie. Alors, je cite, « Romulus souhaite s'enrichir, s'étendre, constituer un empire marchand et guerrier, alors que Rémus, avatar de Rame, Bélénos, Apollon et de la tradition, ne souhaite que fonder une cité à l'ancienne, solide et guerrière, mais sans vision expansionniste. Romulus voit sa cité sur une plaine ouverte au monde, elle reçoit les bannis et les hommes de toute origine, y compris les brigands et les réfugiés. Car son but est de dominer les brigands réfugiés. Car son but est de dominer par le nombre et l'assimilation de l'autre, un cosmopolitisme impérial. C'est en haut d'une colline que Rémus veut placer les murailles de sa cité, rondes comme les cités gauloises, comme l'Atlantide. En conflit, les deux frères décident de choisir le modèle à réaliser à partir d'un jeu de hasard. Rémus gagne, mais Romulus triche et prétend avoir gagné. Romulus finira par tuer son propre frère jumeau pour mettre fin à une conversation désaccordée sans que Rémus ne s'y attende. Voilà comment Rome est née. Fin de citation. Alors c'est la fameuse légende des deux jumeaux Romulus et Rémus. D'ailleurs, dans le nom de Romulus, vous retrouvez Rome, c'est un moyen mémotechnique de se rappeler que c'est lui qui a gagné, entre guillemets, et c'est son modèle qui a été choisi. Donc c'est en gros ces deux frères jumeaux qui ont été abandonnés et qui ont été nourris par une louve. C'est la célèbre image de la louve qui allaite ses deux bébés, quoi. Et c'est la légende fondatrice pour expliquer la création de Rome et de cette nouvelle organisation. Et donc, moi, je peux dire que Romulus, il fait comme Clarin, en fait, il se range en ce monde pour une nouvelle organisation. Il y a un type de civilisation marqué par une idéologie impérialiste, cosmopolite et commerciale, gouvernée par centralisation et par une administration puissante. Comme on le retrouve aujourd'hui, parce que la chute de l'Empire romain n'a en rien ébranlé ces idéologies et ce type de société. Ça a ensuite perduré avec le Vatican, qui a tout repris, et ça perdure toujours actuellement avec les superpuissances et les sectes tentaculaires. Voilà, je passe à l'étape numéro 7. Donc, ce monde de Romulus, il va être couplé à la découverte de l'énergie noire, de la technologie, et aussi à l'inévitable régression des castes. Puisque tout ce que je dis, toutes les étapes suivent aussi la décadence cyclique, la dégradation cyclique, donc âge d'or, âge d'argent, âge d'airain, âge de fer. Je reviens à ce monde de Romulus, là, il va engendrer une nouvelle organisation et hiérarchie sociale. Nous passons d'une société à 3 castes et 2 sous-castes à une société à une pseudo-caste et une pseudo-sous-caste. Il y a la classe bourgeoise super élite, ayant tous les pouvoirs des 3 castes d'autrefois, et le peuple, n'ayant aucun pouvoir si ce n'est l'immense, quand même, si ce n'est l'immense pouvoir de nourrir les lubies malsaines des bourgeois en faisant marcher toute la société. Parce que tout repose sur eux, sur nous. Le peuple est en fait assimilé aux 2 sous-castes traditionnelles, de manière confondue. Il est suiveur et paria en même temps. Car tout prêtre, chef militaire, patron d'entreprise, artisan et fermier sont sous le joug des idéologies, des lois et des taxes des bourgeois. Aussi, car quasiment tous les individus ont un sentiment de solitude, des tares psychologiques et une sous-vitalité. Ça, c'est une généralité qu'on retrouve actuellement. Et même si l'on voit chez certains de ses membres un sentiment de supériorité face aux moins riches, par exemple, il est souvent une illusion au point de vue spirituel, car il se peut qu'ils se soumettent 10 fois plus que ceux qu'ils croient surplombés. Concernant les membres du peuple qui souhaitent se soustraire aux lubies des bourgeois, qui souhaitent entreprendre un sincère chemin spirituel et vitaliste, ces membres-là sont mécaniquement traqués et attaqués dans le but qu'ils disparaissent. Pour les bourgeois,
je peux dire à leur sujet que l'on peut évoquer les 3 castes traditionnelles en termes de bénéfices et de pouvoir, mais non en termes de devoirs et d'attributs. Ils ne sont aucunement sages, ils ne vont jamais eux-mêmes à la guerre et ne pourvoient pas, non plus, aux besoins essentiels du groupe. Même, ils inversent la plupart du temps les fonctions traditionnelles. Voilà pour l'étape numéro 7. Je rajouterai par ailleurs que l'homme là-dedans, il est indifférencié aussi. C'est là que ça corse un petit peu le truc, parce que quand on observe son essence, on retrouve de tout. Donc dans le peuple, on peut retrouver tout, de l'oratoresse, du guerrier, du marchand, du psychopathe, etc. Et on retrouve de tout aussi bien dans les classes bourgeoises que dans le peuple. Par contre, et ça, c'est ce qui permet d'analyser ça, c'est la morphologie et les fruits que donnent les individus. Surtout les fruits qu'ils donnent. Ça trahit leur appartenance officieuse à telle ou telle caste ou sous-caste traditionnelle. J'en viens maintenant à la 8e séparation de l'humanité, la première qui a germé dans ma tête de môme. La séparation entre ceux qui ne veulent pas piger et ceux qui pigent les mécanismes cachés faisant tourner le monde. Les PNJ, les personnages non joueurs, et les joueurs. Les zombies et les vivants, les fourmis et les hommes. Ceux qui se gavent de culture de masse et ceux qui cherchent les trésors de l'underground. Les souris faussement complaisantes du cloaque comportemental et les rats des goûts et des champs. Bon, je vais commencer par décrire les PNJ. Les PNJ, ce sont ceux qui sont guidés par la peur d'être exclus, aussi bien qu'ils sont guidés par la soif de baiser tout le monde. Ils vont conformer leurs idées et leurs actions afin d'être le plus lisse possible au sein du groupe qu'ils ont choisi, quitte à sacrifier le bon, le beau, le vrai. Et dès que les règles leur permettent, ils peuvent planter un couteau dans le dos, ça, il n'y a pas de souci. Ils sont très égoïstes. Ce sont des faibles qui cherchent de la chaleur dans la tiédeur d'un groupe. On les retrouve dans toutes les classes sociales, dans tous les idéaux, qu'ils soient de gauche ou de droite, progressistes ou réactionnaires, nihilistes ou croyants. Voilà pour ces personnages non joueurs. Maintenant, je vais parler des joueurs. Ce sont ceux qui remettent tout en question, qui font des retours sur eux-mêmes, qui font preuve de bon sens, de curiosité et de courage. Ils ont compris que la culture moderne est fade, que les foules sont connes, que les autorités sont psychopathes, que les femmes sont hypergames et les hommes hypogames. Un réel joueur est simplement celui qui joue en connaissance des règles. On pourrait s'arrêter là. Mais on peut dire aussi, pour l'idéal du joueur, qu'il va expérimenter la vie sous ses nombreuses facettes, et il va en tirer des leçons pour aligner sa conduite à son esprit, s'approcher de la sagesse. Voilà, cette séparation est en cours et elle est déjà bien entamée. Une autre séparation en cours, c'est la 9e, voit son importance s'accentuer graduellement au cours de cette année. Elle est marquée par l'arrivée du transhumanisme interne à l'échelle mondiale. Vous allez voir où je veux en venir. C'est la séparation entre les transhumains internes, modifiant leur génétique et intégrant des technologies à leur corps, et ceux qui restent seulement dans un transhumanisme externe. Chez les adeptes de la première catégorie, ceux qui vont se diriger vers un transhumanisme interne, toutes les possibilités vont y passer. Vous allez voir, c'est un peu le côté loufoque. De l'œil bionique pour aveugle au cyborg militaire, de la modification génétique au clonage, de la greffe de bites et de chattes sur le visage, jusqu'au porno en réalité virtuelle induit directement dans le cerveau. Au niveau physique, cet homme humanoïde entre guillemets augmenté va tout de même être confronté à un problème de vitalité. Vitalisme et transhumanisme interne ne pourront jamais coexister, car il y a un mur entre les deux. Ce mur, c'est la phrase suivante. Un corps en bonne santé rejette tout corps étranger. Un corps en bonne santé rejette tout corps étranger. Bon, pour les zombies, il n'y aura pas de problème. Ils seront encore plus déminéralisés. Et je me perds encore dans mes fiches.
et maintiendront leur pseudo-vie à l'aide des stimulants contenus dans les mixtures industrielles, comme on peut le voir actuellement. Ils auront toute leur subsistance des pseudo-émotions, une pseudo-intelligence et des pseudo-pics d'énergie, ceux d'un toxico après son shoot. Pour ceux qui ont une certaine santé, pour ceux qui choisissent la première voie du transhumanisme interne et qui ont quand même une bonne santé, la tournure consiste à diminuer leur défense immunitaire à coup d'aseptisation, de produits chimiques et pourquoi pas en défonçant leur barrière hémato-encéphalique à coup de vielle nasale. Aussi, je pense que l'objectif est de supprimer totalement leur défense immunitaire par modification génétique. Vous voyez peut-être où je veux en venir. Et pour finir avec les répercussions physiques, je crois que les stratégies que j'ai énoncées seront seulement un test à grande ampleur pour mettre à l'épreuve l'ingénierie sociale et les technologies. Et ce sera pour mettre en place quelque chose de plus grand, car je pense que la phase suivante sera l'uniformisation génétique du corps humain pour le rendre compatible aux technologies internes. Oui, parce que comme ces technologies seront produites industriellement, en usine, et donc complètement uniformes, je vois que le clonage comme solution. Je vois mal du petit artisanat Apple, vous voyez, pour les masses. Alors, il y aura peut-être des trucs artisanaux, mais à mon avis, ça coûtera très très cher et ne sera pas adapté aux masses. Donc je vois bien une sorte de clonage pour adapter la génétique et les technologies uniformes. Par contre, le mur, il sera toujours là, car le clonage anéantit la diversité des individus. Là, vous avez des exemples avec les plantes, par exemple, avec les tournesols qui ont été ravagés par un seul parasite. Un seul parasite a tué toutes des champs et des champs. La diversité des individus, c'est une partie essentielle à la survie de l'espèce. Bon, au niveau psychique, parce que là, jusque-là, j'ai parlé que du niveau physique, de ces gens qui vont suivre la première voie. Mais au niveau psychique, dans leur psyché, il va se passer des choses aussi. Ils vont gagner en connaissances analytiques, parce qu'ils auront peut-être plus de capteurs, ils pourront peut-être regarder au rayon X, tout ça, donc ils vont gagner des trucs, c'est sûr. Mais ils vont perdre en connaissances intuitionnelles, car tout simplement, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre, et on n'a jamais vu une machine encore qui avait une bonne intuition. Au niveau spirituel, comme ils auront perdu en connaissances intuitionnelles, ils perdront par répercussion un esprit de synthèse. Parce que l'esprit de synthèse, c'est la mise en rapport de la connaissance intuitionnelle et de la connaissance analytique. Leur esprit sera plus enfoui, car il y aura une nouvelle couche d'oignons. Eh oui, rajouté aux autres, il y aura une nouvelle couche d'oignons. Ils auront 600 000 tentations et des millions de possibilités de péché en plus. Imaginez, le type, il se balade dans la rue, et là, il y a directement une pub qui est induite dans le cerveau, donc il ne peut pas faire autrement, hop, il a la pub induite dans le cerveau, une pub pornographique, parce qu'il passe à côté d'un sex shop. Bon. Maintenant, pour ce qui est des humains qui ne voudront pas de ça, ceux qui voudront rester dans un simple transhumanisme externe, c'est-à-dire l'utilisation d'ordinateurs, de chauffage au gaz et de clés à molette, ce qu'on fait tous actuellement, et ce qu'on fait depuis très longtemps. Pour eux, la vie sera difficile car ils seront encore plus traqués et attaqués que les simples joueurs du temps d'avant. Ils devront redoubler de discrétion, faire des marchés noirs et augmenter leurs compétences physiques, psychiques et spirituelles. Ah, ça me fait moi-même rire parce que ça sonne un petit peu comme une aventure. Je vois un petit peu comme ça me fait rire. Voilà pour les séparations de l'humanité. Vous aurez remarqué que cette chronologie est involutive, tout comme l'est la doctrine des cycles dont j'ai déjà parlé. Elle est également à vitesse croissante, quelque chose que l'on peut voir très bien avec l'image que vous avez sous les yeux. Les étapes s'enchaînent de plus en plus vite et nous sommes projetés par force centrifuge vers l'extérieur. Par ailleurs, je vois les séparations comme quelque chose de nécessaire, car les morceaux étaient en disharmonie, voire commençaient à se faire la guerre et à dégénérer, avant qu'une séparation remette chacun à sa place et rétablisse ainsi un certain ordre. Et pour finir, je dirais que le travail d'un initié est de remonter le courant.
Voilà, cet audio est terminé. J'ai le ventre qui gargouille, je pense que je vais aller manger un coup. J'ai mis des liens en description pour aller plus loin. Dites-moi si vous avez d'autres séparations en tête, si vous avez des interprétations différentes, ça m'intéresse. Ou encore, dans quel âge de la doctrine des cycles placeriez-vous chacune des étapes? Ça peut être cool. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.